Bonjour à tous, merci d'être là cet après-midi. Nous allons parler du compte personnel de formation du CPF. Donc ce webinaire intervient dans le cadre de l'événement Les Semaines de l'évolution professionnelle. N'hésitez pas à mettre un petit message, voilà, pour dire que effectivement vous nous entendez bien, que tout est OK. N'hésitez pas dans le chat à mettre un message. Cet événement des Semaines de l'évolution professionnelle a lieu cette semaine et la semaine prochaine jusqu'au 21 octobre. Il y a une centaine de webinaires qui sont organisés, qui sont libres d'accès via le site Semaine de l'évolution professionnelle, auquel bien sûr vous pouvez vous inscrire. Donc n'hésitez pas à regarder le programme et surtout voilà, à participer, à en parler aussi autour de vous. Donc aujourd'hui, ces semaines de l'évolution professionnelle, elles sont organisées en partenariat avec l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse, Axis Martinique, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle des salariés du secteur privé et des indépendants. Et nous sommes également présents avec différents partenaires. Et comme je vous le disais, c'est un événement qui est 100% digital, gratuit, accessible à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler du compte personnel de formation. Quelques règles avant qu'on démarre véritablement ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions via l'onglet questions. Juste à côté du chat, il y a un onglet questions dans lequel vous pouvez poser les questions auxquelles vous souhaitez que nous répondions. Donc on fera on fera peut-être 2 ou 3 pauses dans le déroulé pour pouvoir répondre effectivement au fur et à mesure parce qu'on va aborder pas mal de côtés techniques sur le CPF. Donc n'hésitez pas dans questions et vous pouvez pousser un petit peu les questions qui vous intéressent le plus en cliquant dessus pour qu'elles remontent en fait en tête de liste. Voilà pour l'organisation et donc moi de mon côté, je suis Marlène Pilet, je suis chargée de partenariat pour le groupement Évolution en Île-de-France et aujourd'hui, je suis avec Karine Garchery que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Karine Garchery, directrice de projet partenariat au sein de la direction de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts. Et j'ai un rôle un petit peu particulier dans cette direction puisque j'ai un rôle assez transverse et que je suis énormément en contact avec les partenaires externes que sont les entreprises, les branches, les OPCO notamment, donc tout le secteur économique. Donc, je suis ravie aujourd'hui, comme je vous le disais, d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler plus particulièrement du CPF et de mon compte formation. Merci Karine. Donc, on va démarrer l'utilisation du compte personnel de formation. Bien choisir sa formation, son organisme, éviter les arnaques, mobiliser des financements complémentaires. Ce sont des questions qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Donc, déjà, on va commencer par vous expliquer qu'est-ce que le compte personnel de formation, comment le créer, comment utiliser son CPF. Et puis également, on va revenir sur les astuces pour trouver, bien choisir sa formation et surtout, parce que je pense que vous avez tous été contactés, comment éviter les arnaques par rapport au compte personnel de formation? Alors, s'agissant du compte personnel de formation sur le volet alimentation, je pense qu'aujourd'hui, le rôle de la Caisse des dépôts est bien identifié sur cet acte de gestion. Donc, on alimente chaque année quasiment 39 millions de comptes d'usagers de comptes de citoyens et on l'alimente à hauteur de 500 euros dans la limite de 5 000 euros pour les salariés, mais aussi pour les travailleurs non salariés. S'agissant des personnes qui travaillent, qui exercent moins d'un mi-temps dans l'entreprise, ce montant est proratisé. Il est tout à fait aussi possible d'avoir une majoration dans des cas qui sont très, très définis, très encadrés, si toutefois la personne est en situation de handicap, et puis aussi pour les personnes les moins qualifiées. Là, on passe à 800 euros dans une limite de 8 000 euros. À ce stade-là, ce qui est important de partager avec vous, c'est que plusieurs choses. Tout d'abord, comme le titre l'indique, hein, mon compte personnel de formation, c'est son compte et il est tout à fait possible de changer d'entreprise, de changer de statut, de passer de demandeur d'emploi, de poursuivre en tant que salarié, de devenir ensuite, par exemple, dirigeant non salarié. Dans toutes ces configurations et au cours de tout ce parcours-là, votre
compte personnel de formation va vous suivre et vous pourrez l'utiliser à tout moment. Donc ça, c'est une première information à savoir, c'est que c'est vraiment votre compte et quel que soit votre statut, il va vous suivre. Autre chose, ce compte est ouvert dès lors que vous exercez une première activité professionnelle. Donc ça peut être dès l'âge de 16 ans, notamment dans le cadre des contrats d'apprentissage, et il va vous suivre jusqu'au moment où vous allez faire valoir vos droits à la retraite. Donc, pendant tout ce parcours-là, vous allez pouvoir utiliser votre compte personnel de formation. Autre information importante, peut-être plus pour les entreprises, parce que souvent les entreprises me demandent, mais concrètement, est-ce que je peux avoir droit, est-ce que j'ai accès à l'information sur les droits de formation de mes salariés? Donc la réponse est non. Seul l'individu, le citoyen, a accès à cette information, sauf dans un cas précis, et on y reviendra un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment à la main du salarié ou du demandeur d'emploi. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'en moyenne, un salarié dispose d'environ 1 800 € sur son compte. Donc aujourd'hui, on peut dépasser largement les 4 000 €. Et en moyenne, une personne, comme je vous le disais, dispose de 1 800 €. Une autre information qui peut aussi servir pour chaque usager, j'ai parlé de majoration de 300 €, puisqu'on peut avoir jusqu'à 800 € d'alimentation chaque année. N'hésitez pas, si toutefois, en tant que salarié, vous n'avez pas souhaité déclarer votre situation de handicap, n'hésitez pas d'aller sur votre fiche, mon compte formation, et éventuellement indiquer sur votre fiche personnelle votre situation de handicap, parce que dans ces cas-là, on ne le sait pas, et donc vous risquez de ne pas avoir votre majoration de 300 €. Donc il suffit pour cela d'aller vraiment sur votre fiche, de télécharger un justificatif qui nous permet de vérifier que vous êtes bien dans cette situation-là, et ensuite nous augmenterons tout simplement votre compteur de ces fameux 300 €. Je pense que sur cette fiche, je vous ai à peu près tout dit. Alors, quelles sont les formations éligibles? Aujourd'hui, voilà, on a ouvert le service depuis fin 2019, donc cette information est assez claire pour tous. On avait peut-être à un certain moment donné des organismes de formation qui nous demandaient est-ce qu'on a la possibilité de charger l'intégralité du catalogue. Donc non, on doit vraiment être sur des formations qui sont éligibles au CPF. C'est très encadré. Essentiellement, on retrouve toutes les actions de formation certifiante qui sont inscrites au RNCP ou au répertoire spécifique. On a l'accompagnement VAE également, ainsi que les bilans de compétences. On a aussi toutes les actions d'accompagnement et de reprise d'entreprise. Et puis enfin, une des formations qui fonctionne très bien, ce sont les formations au code de la route et au permis de conduire. Karine, est-ce que je peux vous interrompre une Bien minute? Il y a une question de Sylvie qui demande: que devient l'argent qui n'est pas utilisé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les comptes de chaque individu ne sont pas crédités, c'est-à-dire que ce sont des droits dont on dispose, mais les fonds ne sont pas derrière chaque droit. Comme vous le savez probablement, ce sont des contributions, notamment des entreprises, qui sont versées maintenant à l'URSSAF. Et ensuite, France Compétences va nous déléguer une partie de cette somme-là. Donc, il y a des jeux financiers entre la Caisse des dépôts et comme je vous le disais, France Compétences, qui nous verse un budget en fonction de l'utilisation de ces fonds-là. Donc, si toutefois vous n'utilisez pas votre compte, l'argent n'existe pas en fait. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, mais voilà. Donc, ça reste dans un pot commun. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que c'est un droit. On a le droit à, par exemple, 1 800 €, comme vous disiez tout de suite, puisque c'est la moyenne. Mais il y a des personnes qui ne font jamais valoir ce droit. Exactement. Donc dans ces cas-là, en fait, l'argent n'est véritablement versé que quand on va l'utiliser. Voilà. C'est Et ça? versé à la Caisse des dépôts par France Compétences, effectivement. D'accord. Et donc là, évidemment, il y a une autre question qui est très, et je pense que c'est important qu'on y réponde aujourd'hui, tout de suite, c'est: quel est le délai pour utiliser son CPF?
Alors, Est-ce qu'il y a un délai? il n'y a pas de délai en fait. Chacun dispose d'un droit pour se former. Et vous pouvez l'utiliser à tout moment, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est tout au long de son parcours professionnel que l'on peut utiliser, jusqu'au moment où vraiment on fait valoir ses droits à la retraite. À ce moment-là, il n'est plus possible d'utiliser ces droits formation. Donc, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Et donc, il y a une autre question de Lucie qui dit: «Quand on est à la retraite, est-ce qu'on peut faire don de ses droits à ses enfants?» par exemple. Ce sont des questions qui reviennent régulièrement, hein, donc Oui, je oui, trouve que oui, c'est bien de oui, les oui. balayer dès le départ pour, Exactement. Exactement. Donc non, c'est mon compte formation, ce sont mes droits pour me former. Donc je ne peux pas les céder ni pendant mon activité professionnelle, hein. Je ne peux pas, par exemple, faire don de mes droits pour que mes enfants passent leur permis de conduire, par exemple. C'est aussi des questions qui nous reviennent régulièrement. Ou au moment de mon départ à la retraite, les rétrocéder à un tiers. Ça, ce n'est absolument pas envisageable aujourd'hui. D'accord, merci Karine. Je rappelle que pour les questions, il faut les poser dans l'onglet questions et pas dans le chat, hein, s'il vous plaît. Je vous laisse poursuivre. Alors, voici pour les formations qui sont éligibles. Alors, en tant que salarié, on a la possibilité bien sûr, d'aller sur mon compte formation et d'acheter une formation. Et il est possible soit de se former hors temps de travail, donc le soir, le week-end, pendant ses congés, ou bien sur le temps de travail. La démarche sur mon compte formation est la même, c'est-à-dire que je peux aller sur mon compte formation, sélectionner ma formation. Il y aura un pop-up qui va s'afficher pour m'alerter que si toutefois cette formation se fait pendant le temps de travail, il faut absolument que j'obtienne l'accord de mon employeur, mais vous n'allez pas être freiné dans votre achat. Donc, ça relève vraiment de votre responsabilité de bien obtenir l'accord de votre employeur si toutefois cette formation se fait pendant le temps de travail. Alors, il y a un délai de prévenance à respecter. À titre d'information, sachez que ce délai est de 60 jours si la formation dure moins de 6 mois, et ce délai est beaucoup plus important si la formation dure plus de 6 mois, puisqu'on est à 120 jours. Donc, l'employeur dispose de 30 jours pour donner sa réponse, mais il peut aussi refuser sans avoir à se justifier. Donc, c'est vraiment important d'insister là-dessus parce que, comme je vous le disais, vous n'êtes pas freiné et vous risquez de partir en formation et de prendre la responsabilité de vous former pendant le temps de travail sans avoir obtenu l'accord de votre employeur. Par contre, si vous le faites hors temps de travail, dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin d'informer votre entreprise. Information ici importante, tout se passe sur mon compte formation. Comme je vous le disais, au moment de l'acte d'achat, vous allez sur mon compte formation, vous disposez des droits formation, vous avez cette information sur les droits formation dont vous disposez, pardon. Vous sélectionnez la formation qui vous intéresse. L'organisme de formation doit répondre à votre demande dans un délai assez restreint, hein, puisque l'organisme de formation a signé des conditions générales d'utilisation qui prévoient notamment son obligation de vous répondre dans les 48 heures si toutefois il n'y a pas besoin de prérequis, et de 30 jours si toutefois des prérequis sont nécessaires. Donc, le parcours est le suivant. Vous allez ensuite obtenir une réponse de votre organisme de formation qui va vous proposer une sorte de bon de commande pour vraiment figer les informations et également le prix de la formation qui pourra être revu éventuellement à la baisse par rapport au prix qui est affiché sur le portail. Et à ce moment-là, une fois que vous validez votre inscription et vous validez ce bon de commande, ça veut dire que vous avez suffisamment de fonds également, vous allez pouvoir ensuite partir en formation. Donc voilà le parcours sur mon compte formation dans le cadre d'un achat fluide qui ne nécessite pas de financement complémentaire et dans la mesure où vous disposez de suffisamment de droits formation. Donc sachez aussi que le CPF prend en charge uniquement le coût pédagogique, hein. Il n'est pas possible d'utiliser son CPF aussi pour une rémunération autre, à savoir tous les frais annexes.
qu'on retrouve parfois sur des formations, à savoir l'hébergement, le transport, la restauration. Dans ce cas-là, il est possible, bien sûr, de voir avec son employeur, ou bien, si c'est l'entreprise qui décide d'acheter cette formation, de voir avec son OPCO, éventuellement, sur une prise en charge des frais annexes. Autre information importante, me semble-t-il, à vous partager, mais je crois que je suis en train de l'oublier. Bon, on y reviendra peut-être, mais voilà comment ça se présente en termes de prise en charge du CPF et la distinction entre temps de travail et formation sur le temps de travail. Merci Karine. On a d'autres questions, notamment par rapport à Pôle emploi. Quand on est inscrit à Pôle emploi, est-ce qu'on acquiert des droits? Alors, c'est lorsqu'on a une activité professionnelle que notre compteur est alimenté. Maintenant, en tant que demandeur d'emploi, on peut, comme je le disais tout à l'heure, acheter une formation. Grâce à un partenariat avec Pôle emploi, cette démarche a été énormément simplifiée, puisque quand je vais sur mon compte formation, si toutefois je suis demandeur d'emploi, nous avons la possibilité de vous identifier en tant que demandeur d'emploi, et auquel cas, si toutefois vous n'avez pas suffisamment de fonds pour acheter votre formation, et bien dans ces cas-là, vous allez avoir la possibilité d'envoyer directement votre demande de prise en charge à Pôle emploi en passant par la plateforme. Pôle emploi a un certain nombre de jours pour vous répondre, c'est 10 jours pour éventuellement prendre tout. Alors, pas une partie, il prendra en charge soit l'intégralité du reste à charge, soit ne prendra pas du tout, ne cofinancera pas cette action de formation. Merci Karine. J'ai une autre question. Alors, il faut que je la retrouve. Voilà, sur la transformation des droits qui étaient en heures et en euros, parce qu'il y a Gido qui demande pour mes droits de 2018 et années précédentes ne sont pas transformés en euros, mais en heures. Est-ce qu'on peut revenir dessus, Karine, rapidement, s'il vous plaît? Oui, alors on ne l'a pas abordé effectivement. En tant qu'agent public, mon compteur reste en heures aujourd'hui. On n'a pas transformé les heures en euros automatiquement. Donc, si toutefois je suis agent public et que je travaille encore dans la fonction publique, mon compteur reste en heures. Par contre, il arrive assez fréquemment, soit évidemment on a changé d'activité professionnelle, soit on exerce 2 activités en parallèle et on se retrouve avec 2 compteurs en euros et en heures. Dans ce cas-là, si toutefois je suis aujourd'hui salarié et que j'ai pu acquérir des heures dans une ancienne vie professionnelle ou parce que j'exerce une activité en parallèle, dans ce sens-là, je peux très bien, en tant que salarié de droit privé, convertir mes heures en euros. L'inverse n'est pas possible, c'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité, en tant qu'agent public, de pouvoir demander de convertir mes heures en euros. La démarche est différente en tant qu'agent public, c'est-à-dire que je peux aller sur mon compte formation, j'ai accès à mon compteur, je vois le nombre d'heures dont je dispose, j'ai accès au catalogue, je peux choisir une formation, mais je ne vais pas pouvoir l'acheter. À ce moment-là, mon parcours sur mon compte formation s'achève. Je prends la formation qui m'intéresse et je vais pouvoir aller voir mon DRH de ma structure publique pour négocier une prise en charge et un départ en formation avec ces éléments-là. Merci Karine. Je pense que ça répond à la question. Merci beaucoup. On peut peut-être poursuivre. Il y a beaucoup de questions, Karine. Je pense que vous entendez qu'il y a énormément de questions. Donc, j'essaye un petit peu de sélectionner. Ouais. Donc, voilà. Donc, comment créer son compte? Ça fait partie des questions que j'ai vues apparaître dans le chat. Voilà, on y vient. C'est parti. Alors, pour créer son compte, tout d'abord, il faut se rendre sur l'adresse qui est indiquée ici, moncompteformation.gouv.fr.
Donc, je vous encourage vraiment à bien retenir cette adresse parce qu'on va l'aborder un petit peu plus tard, mais dans le cadre de fraude, il y a parfois des sites qui ressemblent de loin, qui voient le jour. Donc, vraiment, vérifiez bien que vous êtes bien sur .gouv.fr. Les informations sont assez simples puisqu'il suffit d'indiquer son nom de naissance. Donc, vous allez bien sûr dans création de compte, vous indiquez votre nom de naissance et puis il y a plusieurs démarches possibles. La plus simple, c'est vraiment de mettre son numéro de sécurité sociale. Donc ça, c'est vraiment une information aujourd'hui qui doit rester confidentielle et qui est utilisée pour identifier la personne. Pourquoi je parle de confidentialité, c'est-à-dire que à part sur nos sites, mon compte formation par exemple, il ne faut absolument pas donner son numéro de sécurité sociale par téléphone à un organisme de formation ou à une structure qui serait passée pour un partenaire, Caisse des dépôts, OPCO, etc. Donc vous indiquez votre numéro de sécurité sociale et puis vous allez pouvoir remplir un certain nombre d'informations qui vous sont propres. Notamment votre niveau le plus élevé le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu. Petite alerte sur le sujet, vous avez vu, pour les personnes qui ont des diplômes en dessous du bac, vous allez pouvoir obtenir une majoration. Donc, certaines personnes sont tentées d'indiquer un diplôme qu'elles n'ont pas, et c'est dommage parce que c'est vraiment une information qui nous sert pour l'alimentation de votre compteur. Donc, inscrivez bien le bon diplôme. Ça, c'est peut-être une astuce importante à partager avec vous. Donc, vous avez soit cette possibilité-là, soit pour l'instant de passer par France Connect. Donc, c'est vraiment un parcours qui est plus sécurisé. Et dans ces cas-là, vous allez choisir avec quelle connexion vous allez vouloir continuer à vous identifier. Vous en avez 6 aujourd'hui. Les plus usités, c'est l'assurance maladie. Si toutefois vous choisissez cette option-là, là aussi, on va vous demander votre numéro de sécurité sociale. Et puis, il y a aussi impôt.gouv.fr. Et dans ces cas-là, il va falloir donner son code fiscal. Donc, ça a été mis en place parce qu'il fallait sécuriser notre site internet et pour éviter surtout les usurpations d'identité. D'ailleurs, on va renforcer ce dispositif très prochainement. Là, on est le 14 octobre, d'ici une dizaine de jours. Chacun va devoir passer par une connexion qui sera beaucoup plus sécurisée. C'est ce qu'on appelle l'identité numérique de la Poste. Donc, sachez que ça vous demandera une démarche complémentaire de création de cette identité et qu'il faut prendre son temps pour effectuer cette démarche. Ne soyez pas pressés de partir en formation. Donc là, voilà, je vous donne l'information en avant-première. Ça va être mis en place à partir de fin octobre. Donc vraiment, on est sur une connexion très sécurisée. Ensuite, vous allez donc pouvoir naviguer sur votre site qui vous est dédié, qui vous est propre. Donc, comme vous pouvez le voir sur cet exemple-là, à droite de l'écran, si vous cliquez sur votre nom, vous allez pouvoir éventuellement effectuer des modifications de vos données personnelles. Vous allez pouvoir indiquer des compléments d'information. C'est ce que j'indiquais notamment pour les personnes en situation de handicap. C'est là où elles vont aller pour éventuellement télécharger le justificatif afin d'obtenir la majoration. Si toutefois, ça n'a pas été fait dans le cadre de l'entreprise, puisque si vous avez déclaré cette situation auprès de votre employeur, vous n'avez pas de démarche complémentaire à faire. C'est là aussi où vous allez peut-être réajuster votre diplôme, des informations de votre adresse, de numéro de téléphone, etc. Vous allez aussi pouvoir, alors là on l'a pas mis, on l'a pas surligné, mais très important aussi, c'est le petit bouton rouge aide. Alors c'est pas très ergonomique, mais sachez que derrière vous allez pouvoir avoir accès à la foire aux questions.
C'est vraiment une mine d'informations et je suis sûre que la majorité des questions que vous vous posez aujourd'hui trouveront une réponse sur cette foire aux questions. Donc, si toutefois nous n'avons pas répondu à l'intégralité de vos questions ou si vous pensez à des questions complémentaires, n'hésitez pas à aller sur ce petit bouton-là Aide et probablement vous aurez des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Vous avez ensuite le petit module conseil professionnel qui va vous permettre de mobiliser un conseiller en évolution professionnelle. C'est quelque chose qui était très attendu par nous et puis par notre mandant, qui est le ministère du Travail, et qui vous permet de connaître le conseiller en évolution le plus proche de chez vous pour obtenir un accompagnement plus personnalisé, sachant que l'offre est très pléthorique sur mon compte formation. On a 15 000 organismes de formation présents sur notre plateforme. On est sur des volumes d'engagement qui sont assez significatifs et donc on peut très vite, si on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, se perdre dans le moteur de recherche. Et si en plus, au-delà d'un sujet formation, vous avez besoin d'un accompagnement qui est plus large, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CEP, c'est vraiment important à indiquer. C'est là aussi vous allez pouvoir suivre vos dossiers de formation, consulter vos droits, je l'ai évoqué, et puis aussi éventuellement connaître l'historique de vos droits. C'est là où vous allez pouvoir éventuellement avoir l'information si votre employeur vous a doté votre compte d'un montant complémentaire et puis toutes les formations que vous avez pu effectuer. Merci Karine. Il y a beaucoup de questions. Donc j'essaye de répondre au fur et à mesure. Alors il y a une petite question sur laquelle, peut-être on pourrait voilà, il y a Cynthia qui demande: «Pour une formation hors temps de travail, dois-je respecter un plafond d'heures de formation si je travaille à 35 heures en parallèle?» Est-ce qu'il y a un plafond d'heures, de formation, alors qu'on est voilà, on travaille 35 heures et est-ce qu'on peut, faire une formation de 25, 30, 40 heures, à côté? Oui, bien sûr, enfin il y a pas de plafond à ma connaissance, de ce point de vue-là, bien sûr. OK, merci. Réponse courte. Voilà, très bien, on continue. Alors, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des petites astuces à trouver pour rechercher une formation de façon plus efficace. Vraiment, le catalogue est assez important. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez vous rapprocher de votre organisme de formation qui va vous donner directement son lien que vous pourrez indiquer sur mon compte formation. Ça vous permettra de tomber directement sur la formation que vous souhaitez suivre si vous avez une bonne vision de la formation qui vous intéresserait. Vous avez aussi la possibilité de regarder un petit peu les différentes évaluations. Ça aussi, c'est un filtre qui est intéressant puisqu'aujourd'hui, chacun peut évaluer la formation qu'il a suivie. Et c'est un indicateur, ce n'est pas suffisant, mais en tout cas, c'est un indicateur intéressant pour éventuellement s'inscrire à une formation. Donc, j'insiste énormément sur le fait que même si on est vraiment aujourd'hui sur un échange direct, puisque vous êtes en tant qu'usager, vous êtes devant votre écran, vous pouvez acheter votre formation. Donc, c'est totalement désintermédié et ça faisait partie du cahier des charges du mandant. Pour autant, la place du CEP, la place des opérateurs comme les OPCO ou des organismes de formation est fondamentale. N'hésitez pas de vous rapprocher de ces partenaires-là, également de l'OF, comme je l'ai cité, pour faire une première recherche des formations qu'ils proposent et ensuite de conforter votre choix en retournant sur notre site pour acheter la formation. Merci Karine. On a 2 petites questions. Alors, il y a Marion qui demande si on peut parler du CEC, du compte engagement citoyen. Alors, c'est pas tout à fait, l'objet, aujourd'hui, mais peut-être, Karine, est-ce qu'on peut en dire une
rapidement quelques mots? Oui, alors Parce on va qu'après, il y a Alissa qui demande si elle peut utiliser ses droits obtenus dans le cadre d'une activité bénévole pour financer une formation. Donc, si on peut répondre à ces 2 questions en une fois. OK, alors ce que je vous propose, c'est qu'on le voit un peu plus tard dans la présentation. Donc on va y répondre. On va y Promis. répondre. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout ce qu'on vient d'aborder ou j'avance un petit peu dans ma présentation? On peut y aller. On y va. Alors, je vous ai décrit jusqu'à présent la démarche à faire quand une personne veut acheter sa formation. Le parcours est assez simple dès lors que cette personne a suffisamment de fonds. Maintenant, si toutefois elle n'a pas suffisamment de fonds, elle a différentes options qui lui sont offertes. Tout d'abord, évidemment, compléter avec sa carte bleue. Donc, en tant que citoyen, en tant que personne, en tant qu'usager, je peux acheter ma formation et compléter directement avec ma carte bleue. Mais j'ai aussi, et peut-être, pas de façon automatique, mais j'ai peut-être d'autres solutions qui me sont proposées. Alors, je suis demandeur d'emploi, j'en ai parlé, donc je n'y reviens pas. Hein. Vous pouvez très bien obtenir en tant que demandeur d'emploi un cofinancement de Pôle emploi qui est assez réactif, hein, qui répond en moyenne en 5 jours à une demande de prise en charge. Donc ça, c'est important de le souligner. Je suis salariée d'une branche, d'une entreprise qui a une branche qui est branchée. J'ai aussi d'une entreprise qui est couverte par un OPCO ou éventuellement j'habite dans une région bien déterminée. Sachez qu'il est possible d'obtenir un cofinancement de mon action de formation. Donc là, je parlerai alors, en tant que salarié. Vous saurez quand vous allez acheter, c'est au moment de l'achat de la formation et pas au moment de, je vous le disais tout à l'heure, vous avez un compteur alimenté par la Caisse des dépôts, donc c'est pas à ce moment-là que vous avez cette information. Il va falloir aller un petit peu plus loin dans le parcours. Vous allez donc choisir la formation que vous souhaitez suivre et là, il y a une ingénierie financière qui va s'opérer. Et c'est à cet instant-là que vous verrez éventuellement si vous avez un cofinancement d'une région, d'un OPCO ou d'une branche. Donc, ça devient vraiment important en termes de financement, puisqu'aujourd'hui, on a mis en place un partenariat avec 5 OPCO. Donc, je peux peut-être les citer. Il y a, je m'embarque, l'AFDAS, OPCO Santé, Uniformation, Atlas. Et il m'en manque un et on est en cours de signature avec Acto. Donc, ces OPCO-là ont éventuellement des partenariats avec nous qui leur permettent de nous confier des fonds complémentaires, soit de la conventionnelle si on est sur des fonds branches, soit du développement de compétences, ça c'est au CAPIAT plus précisément, qui propose donc des cofinancements. Je suis salariée, je le vois qu'au moment de l'achat de ma formation. Je suis entreprise et je me pose la question de est-ce que je vais pouvoir avoir ces financements possibles pour mes salariés. À ce moment-là, je me rapproche de mon OPCO pour avoir l'information. Donc là, c'est l'autre typologie de financement complémentaire qu'on peut avoir. Il y a aussi l'employeur directement. Donc l'employeur peut avoir son espace qui lui est dédié et qui va lui permettre de doter le compte du collaborateur. Donc, soit de sa propre initiative. Hein. On a des entreprises aujourd'hui qui ont une politique volontariste en matière de CPF et qui proposent de doter les comptes. Mais aussi, il est tout à fait possible, en tant que salarié, d'aller sur son compte, de choisir la formation qui m'intéresse, de télécharger un PDF avec des informations sur la formation que je veux suivre et d'aller voir mon employeur avec ce document PDF. Il aura la possibilité de voir le reste à charge de la formation. Il verra aussi les droits formation du salarié. Tout à l'heure, j'évoquais que c'était une donnée qui était totalement confidentielle, sauf dans un cas, et c'est ce cas-là où l'employeur a cette information, mais c'est vous qui lui transmettez en tant que salarié. Et puis, si toutefois il veut cofinancer cette action de formation, il va pouvoir doter le compte, votre compte. Donc ça, c'est les possibilités qui sont offertes à vous. Et puis, il y en a deux autres. Et enfin, je réponds à la question
qui était posée juste avant, il est possible d'avoir un compte C2P. Alors, tout le monde n'a pas de compte C2P. Hein. C'est vraiment un compte qui permet de comptabiliser des droits, mais sous forme de points. Donc, ce n'est pas automatique. Et effectivement, chaque salarié, si toutefois il a été exposé à des facteurs de risque, va acquérir des points. Donc, cette déclaration est faite par l'employeur. Donc, il n'y a pas de démarche particulière à faire en tant que salarié pour avoir ces points. Par contre, ce n'est pas fait de façon automatique. Si je suis salarié et je suis dans ce cas de figure, en allant sur mon compte formation, je ne vais pas avoir accès à ces points qui vont se transformer en euros. J'ai une démarche à effectuer pour convertir justement ces points en euros. Donc, pour ce faire, il faut vraiment que vous alliez sur mon compte formation et vous allez trouver l'information pour connaître un petit peu les différentes étapes. Voilà, c'est quand même un process à mettre en place. C'est pas fait de façon automatique. Et puis, il en est de même pour la partie assurance maladie que nous appelons ATMP. Et là aussi, il s'agit de se rapprocher de son CEP pour pouvoir éventuellement obtenir ce financement qui peut aller jusqu'à 7 500 €. Merci Karine. On peut poursuivre. Voilà, donc ça, c'est vraiment tous les financements aujourd'hui qui sont possibles, tous les cofinancements, je devrais dire même, qui sont possibles si toutefois, en tant que salarié, on n'a pas suffisamment de droits. J'ai évoqué le fait qu'une entreprise peut doter le compte d'un collaborateur. Sachez aussi, et ça commence à ne pas être négligeable, dans certains cas, l'employeur est dans l'obligation de verser des droits CPF, c'est ce qu'on appelle les droits correctifs, notamment le droit correctif qui l'oblige, si toutefois dans le cadre du bilan à 6 ans, il n'a pas pu remplir ses obligations dans le cadre des entretiens professionnels, et notamment du suivi d'au moins d'une formation qui n'est pas obligatoire, il doit verser, donc ça c'est nouveau, il y a eu une campagne qui a eu lieu il y a quelques mois, il a dû verser 3 000 € par collaborateur. Il y a énormément d'entreprises qui nous appellent justement pour savoir un petit peu comment s'y prendre. Là aussi, passera par son portail dédié pour effectuer ce versement. Donc, on est vraiment sur des fonds qui ne sont pas négligeables et tout de suite, on peut avoir un compteur qui est beaucoup plus important. Peut-être vous préciser dans ce cadre-là, c'est que l'alimentation de la caisse est plafonnée à 5 000 € ou à 8 000 €. Pour autant, on peut très bien engranger des droits complémentaires comme le droit correctif et à ce moment-là, on peut dépasser les fameux plafonds que je vous ai indiqués. Idem pour un cofinancement. Une entreprise peut vous faire une dotation au montant qu'elle souhaite. Voilà. Et puis, il y a la spécificité des salariés licenciés qui prévoit aussi dans certains cas de figure un minimum de 3 000 € par salarié à verser sur le compteur. Alors, on vous a mis un petit exemple d'utilisation de CPF. Donc, Pierre, 26 ans, qui est chargé de communication au sein d'un grand groupe. Il a souhaité acquérir des nouvelles connaissances dans un secteur qui l'intéresse. Particulièrement, c'était la création de vidéos sur le web. Donc, voilà ce qu'il dit, hein: «J'adore créer de petites vidéos sur le plan perso, ça me passionne. J'aimerais acquérir de vraies compétences professionnelles pour optimiser mes créations, mais aussi pouvoir m'en servir au travail». Donc avec sa conseillère en évolution professionnelle, puisque Pierre, il a contacté un conseiller en évolution professionnelle, il a mis en place ce service. Il a pu identifier les compétences à acquérir au regard de son objectif, hein, qui était vraiment d'avoir une formation et des compétences clés sur la mise en place de vidéos. Et il a sélectionné plusieurs offres de formation qui étaient éligibles au compte personnel de formation. Il les a comparées
pour choisir celle qui était la plus adaptée. Et après, il a, avec son conseiller en évolution professionnelle, construit un argumentaire pour proposer cette action à son employeur. Et le conseiller en évolution professionnelle l'a également guidé pour acheter la formation en ligne. Et c'est vrai que le conseiller en évolution professionnelle a un devoir de neutralité. Il ne va pas orienter vers un centre de formation plutôt qu'un autre, mais par contre, il va poser le cadre et donner des pistes un petit peu de réflexion au regard de ce qu'attend le salarié par rapport à cette formation. Donc, ils vont voir ensemble si ça répond vraiment aux attentes du salarié. Est-ce que c'est une formation qui est en présentiel, en distanciel? Voilà, le coût de cette formation, qu'est-ce qui est proposé dans le cadre de cette formation? Comparer, peut-être contacter aussi des personnes qui ont déjà fait cette formation. Ça permet d'avoir, voilà des retours, rencontrer, aller, au centre de formation, si c'est possible, s'il y a des journées portes ouvertes. Enfin voilà, ce type d'actions sont suggérées par le conseiller en évolution professionnelle pour que le salarié puisse faire un choix qui soit vraiment éclairé et qu'il puisse, effectivement atteindre son objectif, puisque là, a priori, pour Pierre, ça a été le cas, par exemple. Donc, comment bien choisir sa formation? On va un petit peu plus en parler. Donc déjà, voilà, définir son objectif. Est-ce que moi, je veux faire une formation pour évoluer dans mon entreprise? Est-ce que c'est parce qu'il y a un poste en interne qui m'intéresse et j'ai peut-être pas toutes les compétences? Donc voilà, je contacte un conseiller en évolution professionnelle pour faire un petit peu le point et voir comment je peux me positionner sur ce poste. Est-ce que c'est parce que je veux changer de métier? Donc changer de métier, ça veut dire aussi, peut-être changer de secteur d'activité, quitter mon entreprise. Comment est-ce que je peux mettre ça en place? Est-ce que, voilà, est-ce que je parfois aussi, on a des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles veulent lancer leur propre entreprise. Est-ce que c'est du développement personnel? Voilà, je veux choisir une formation, en pâtisserie parce que j'aime beaucoup, faire des gâteaux et est-ce que, voilà, est-ce que c'est quelque chose que je peux faire, en dehors de mon temps de travail? Comment je vois ça? Et puis, voilà, de façon très générale, hein, faire une formation, c'est très bien, mais derrière, il y a forcément un objectif. Donc, l'objectif souvent, c'est, d'améliorer son employabilité. Donc quelles sont les perspectives sur le marché de l'emploi? En quoi cette formation va être un plus pour mon parcours, pour pouvoir, évoluer? Et on a aussi évidemment, il faut analyser bien sûr les objectifs et les modalités de la formation. Quelles sont les compétences que je souhaite acquérir? Donc là, l'œil d'un conseiller en évolution professionnelle est important parce que ça permet de bien, comprendre quelles sont les compétences, les savoir-faire. Quel est le contenu de cette formation? Ce que je vous disais tout de suite, hein, on peut comparer, entre 2 centres de formation. Quel est le contenu pour, voilà, quelle est la certification? Ça, c'est très important aussi d'obtenir une certification, que ça soit une formation qui soit reconnue, qui ait une valeur et qui soit, qualitative aussi. Et quelle est la cohérence de cette formation avec mon objectif? Est-ce qu'elle couvre bien toutes mes attentes? Est-ce que c'est ce que je vous disais tout de suite, hein, du présentiel, du distanciel? Quelles sont les modalités de suivi en centre de formation? Voilà, toutes ces questions, font partie, de l'accompagnement, du suivi qui est mis en place dans le cadre du conseil en évolution professionnelle pour que, le choix de la formation soit, le plus clair possible. Donc ce que je vous disais tout de suite, hein, chercher des avis, des témoignages en regardant un petit peu sur internet, les sites internet, les réseaux sociaux de l'organisme aussi. Qu'est-ce qui se dit sur cette formation, sur ce centre? Les blogs également des formateurs, hein, il y a pas mal de formateurs qui tiennent des blogs. La réputation également de l'organisme de formation. Se rendre, hein, je vous le disais tout de suite, aux journées de portes ouvertes, ça peut être un vrai plus parce que ça permet, de sentir un petit peu l'atmosphère, de rencontrer aussi parfois des anciens, des anciens qui ont suivi cette formation ou qui sont allés dans ce centre de formation. Ça permet, voilà, d'échanges et puis d'échanger, de se construire, sa propre opinion. Donc ce sont des choses importantes et donc, voilà. Après, définir des critères de choix et comparer. Quelles sont mes priorités? Donner des points. Les conditions d'entrée. Est-ce que le contenu est vraiment individualisé en fonction de l'expérience? Que sont devenus les anciens stagiaires? Voilà, est-ce que cette formation leur a eu un impact sur leur parcours? Regardez toutes ces choses-là. Quelle est l'organisation, le rythme de la formation? C'est une formation qu'on fait
en dehors de son temps de travail, comment je vais pouvoir m'organiser moi, le soir, le week-end, comment est-ce que je vais travailler? Qui sont les référents, les formateurs? D'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils travaillent à côté? Voilà, toutes ces questions, ça fait partie, des critères de choix. Donc voilà, après peut effectivement faire une petite enquête, hein, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui, pour faire mon choix? Donc là, ça voilà, en fonction des questionnements qui peuvent rester en suspens, faire, une enquête peut-être un petit peu plus approfondie. Donc, on va aussi mentionner un petit peu, les arnaques avec les différents signes qui peuvent nous alerter, sur les arnaques. Est-ce que je vous laisse la parole Karine ou vous complétez au fur et à mesure comme vous souhaitez? Oui, enfin, simplement, effectivement, préciser qu'on est tous confrontés à ce sujet. Oui, je vous On a confirme. tous reçu des SMS. Moi, j'en reçois sur mon téléphone professionnel de la Caisse des dépôts. Donc, c'est assez cocasse pour pas dire autre chose. On a tous des appels. Donc, effectivement, personne ne peut vous appeler pour vous dire ou recevoir des SMS vous indiquant que votre solde CPF va expirer. Bon, on l'a déjà abordé à plusieurs reprises. Euh, il n'est pas d'actualité que le CPF expire, donc on ne doit pas utiliser son CPF avant une date déterminée. Si un organisme vous appelle pour vous aider à créer votre CPF, là aussi, c'est probablement et très certainement une arnaque. Ne jamais donner son numéro de sécurité sociale, ça je l'ai indiqué. Idem, si un organisme de formation propose des petites formations de quelques heures, moins de 7 heures, il est peu probable qu'il soit sur notre plateforme. Et puis, dès lors qu'il y a un organisme de formation qui est trop présent, vous rappelle, vous demande, vous sollicite, enfin, veut effectuer éventuellement, vous propose une offre commerciale avec une tablette ou un PC ou que sais-je, c'est forcément frauduleux et il faut vraiment s'en éloigner, ça c'est certain. Donc là, parce que parfois on me le demande, si toutefois vous recevez un SMS, comment vous pouvez réagir? Alors évidemment, vous raccrochez, enfin vous raccrochez pas, mais vous ne répondez pas au SMS. Et puis vous pouvez très bien nous le transférer parce qu'on a effectivement une cellule de fraude aujourd'hui et on traite ces cas-là. Donc voilà le numéro du SMS. Voilà, ne jamais partager vos données personnelles, on l'a dit. Prenez votre temps pour acheter une formation, ça c'est certain. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis un délai de 11 jours entre le moment où je veux m'inscrire à une formation et le démarrage d'une formation. Alors, les organismes de formation ne sont pas très contents parce qu'on ne peut pas acheter de façon rapide une formation. Il y a un délai de 11 jours qui permet aussi à la personne de réfléchir et éventuellement de changer d'avis. Donc, à souligner. Et puis, si toutefois vous avez fait l'objet d'une escroquerie, la démarche à faire, c'est vraiment de changer directement son mot de passe. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Et puis ensuite, retourner sur mon compte formation. Et il y a une fiche qui vous permet de signaler cette escroquerie. Faites des pages écran sur les montants que vous avez en moins sur votre compte, gardez-les et puis allez déposer plainte. Et une fois que vous nous aurez fait cette fiche de signalement, on sera en mesure d'instruire le dossier. Et si vraiment c'est le cas, on vous recréditera les droits qui vous ont été volés. Merci. Donc, on va poursuivre avec un petit focus sur le conseil en évolution professionnelle. Donc aujourd'hui, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un service et avant tout et c'est un processus, d'appui pour tous les salariés et les indépendants qui, se posent des questions, qui ont envie de faire le point sur leur situation professionnelle et peut-être de mettre en place un plan d'action pour atteindre un nouvel objectif professionnel. C'est gratuit, je le répète, c'est confidentiel dans le sens où ce qui se dit entre le conseiller et le salarié reste entre eux. L'employeur n'est au courant de la mise en place de cette démarche que si le salarié lui en parle. C'est neutre également.
C'est-à-dire que, on ne juge pas du projet, on accueille la personne dans sa globalité en essayant de répondre au mieux à son questionnement. C'est accessible dans la mesure où il y a des agences qui sont partout en France. C'est un dispositif qui est national. Donc, voilà, n'importe quel salarié en France, qu'il soit, en Guyane, en Bretagne, à La Réunion, peut bénéficier de ce conseil et c'est impartial dans le sens où on ne peut pas vous conseiller un centre de formation plutôt qu'un autre. Il y avait une question là dans le chat disant: «Donnez-nous la liste des sites des centres de formation, fiables pour que ça aille plus vite». Alors non, parce que c'est aussi un peu subjectif, hein, ça dépend des personnes, de leur objectif. On ne peut pas vous donner une liste de centres de formation, mais sachez que celles qui figurent sur le CPF ont sont, certifiées au niveau de leur qualité et effectivement, vous avez forcément une certification, un diplôme, une reconnaissance, professionnelle pour celles qui sont sur, le CPF, hein, qui sont répertoriées. Donc le conseil en évolution professionnelle, vous avez plusieurs interlocuteurs, hein. Alors des interlocuteurs pour les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants, ça va être le groupement Évolution, le réseau EVA, BGE, Actis, Antea-RH, qui vont intervenir, sur l'ensemble du territoire et que vous pouvez, solliciter en fonction de toute façon, de votre lieu de domicile. Vous serez automatiquement dirigé vers une de ces instances. Il n'y a pas de souci. Le site internet, c'est moncep.org et vous pouvez également, si vous êtes cadre, solliciter l'APEC. C'est l'APEC qui accompagne les cadres dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Pôle emploi va accompagner les demandeurs d'emploi. Les missions locales sont plutôt sur les moins de 26 ans, les jeunes. Et Cap Emploi intervient lorsque le salarié a une reconnaissance de travailleur handicapé et que son projet professionnel va nécessiter des aménagements spécifiques qui sont liés à son handicap. Donc dans ce cas-là, c'est Cap Emploi qui intervient. Alors, mon compte formation, aujourd'hui, le rôle du CEP par rapport, au CPF, c'est vraiment de guider le bénéficiaire pour créer son CPF. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez solliciter un conseiller en évolution professionnelle pour faire le point sur votre compte personnel de formation, pour le mettre en place. Le conseiller va vous informer sur vos droits, sur le fonctionnement du compte, vous aider à mobiliser les abondements, les dotations, tout ce qu'on a balayé avec Karine. Vérifier aussi l'éligibilité de la formation que vous souhaitez mettre en place au financement CPF, remettre une attestation d'accompagnement AT-MP et C2P, le cas échéant, si c'est nécessaire. Et également, pour n'importe quel projet qui va comporter une formation, on va effectivement vous accompagner pour construire et formaliser le projet, pour vous aider à comparer, comme je vous l'ai dit, hein, les différents dispositifs de financement, de cofinancement, définir une stratégie, un parcours de formation qui soit le plus adapté et qui vous permette effectivement de faire un choix éclairé. L'objectif vraiment du conseil en évolution professionnelle, c'est d'accompagner le salarié dans la formalisation, la mise en œuvre d'une stratégie. On peut parler de stratégie qui peut viser une évolution professionnelle, par exemple en interne, hein. Voilà, je vous l'ai dit au départ, il y a un poste qui m'intéresse en interne, je veux me positionner dessus, je veux préparer mon entretien professionnel. Comment est-ce que je peux l'aborder? Suite à mon entretien professionnel, il y a différents axes de formation qui ont été mis en place, un travail sur les compétences et cetera. Je fais appel au conseiller en évolution professionnelle. Je veux changer de métier, je veux changer de secteur. Eh bien là, c'est une reconversion et auquel cas, effectivement, le conseiller est là également pour co-construire avec le salarié le parcours de transition professionnelle. Même chose, création ou reprise d'entreprise, il y aura une possibilité de bénéficier de l'accompagnement conseil en évolution professionnelle. Obtenir une certification, je pense qu'on a été assez clair avec Karine, c'est pareil, on peut mobiliser son conseiller en évolution professionnelle. Donc je ne reviens pas sur la mobilité interne ou externe, c'est vraiment de façon très, très large les, principales sollicitations que nous pouvons avoir aujourd'hui. Mais n'hésitez vraiment pas à prendre un rendez-vous avec un conseiller puisque ça va être vraiment un conseil individualisé, adapté, qui va permettre d'exprimer une demande, un besoin, avoir un premier niveau d'information aussi sur les métiers, sur l'offre de formation. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez pris pleinement, conscience de l'importance de la densité de l'offre de formation, telle qu'elle existe.
L'environnement professionnel aussi, les différents dispositifs de financement, c'est toujours bien d'être accompagné pour ne rien rater, j'ai envie de dire, parce que, voilà, avec un conseiller, vous allez avoir les bonnes adresses, les bons contacts, vous allez gagner du temps et voilà et de l'énergie puisqu'on va vous aider à identifier les démarches et toute la suite à donner. C'est vraiment un accès à une information utile pour, votre nouveau projet et donc voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, déjà de co-construire un plan d'action. Donc pour prendre un rendez-vous, c'est facile, c'est mon-cep.org dans la rubrique «Je trouve mon conseiller». Vous pouvez, prendre rendez-vous facilement. Je vous remercie pour votre écoute. Il nous reste quelques minutes. On peut peut-être répondre à quelques questions encore, Karine? Oui, oui, bien sûr. Alors, en attendant de prendre des questions, c'est le temps que vous les lisiez, je voudrais vraiment insister sur le fait que vous avez énormément d'informations parce que là, le webinaire ne dure qu'1 heure, donc on n'a peut-être pas pu tout balayer. Sachez que si vous allez sur moncompteformation.gouv.fr /espace-public, enfin, vous allez tout simplement sur mon compte formation.gouv.fr, vous avez vraiment des réponses à énormément de vos questions. Si vous ne connaissez pas ce site, c'est vraiment une mine d'informations. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement. Elle est mise à jour très régulièrement. Voilà, je voulais vraiment insister sur ce point-là parce que même moi, à titre personnel, je suis contactée par énormément d'entreprises. Avant de solliciter mes collègues pour leur répondre, ben, souvent je vais sur la foire aux questions et je trouve toutes mes réponses. Je vous mets le lien vers le site Ah, merci. moncompteformation.gouv.fr dans le chat directement. Super. Comme ça, vous Mm. aurez, effectivement, toutes les informations. Alors, si on revient par rapport aux questions, alors sur le conseil en évolution professionnelle, il y a tout un processus, Géraldine, parce que vous vous demandez si c'est un rendez-vous d'1 heure en présentiel, ça peut être en distanciel. Le premier rendez-vous avec votre conseiller dure en moyenne 1 h 30. L'accompagnement est vraiment personnalisé. On a voilà, des accompagnements qui sont plus ou moins longs en fonction du projet. Donc on s'adapte à l'organisation du projet, au calendrier, je dirais. Et quel CEP pour les salariés du public? Demande Charline. Eh bien, Charline, je vous invite à vous rapprocher de votre service RH où, vous avez un référent aussi départemental au niveau de la fonction publique territoriale. Mais pour le moment, il n'y a pas de CEP, de conseil en évolution professionnelle à proprement parler pour les salariés du public. Alors, je regarde rapidement au niveau des questions. Oui, il y a Camille qui demandait: «Combien de temps en avance maximum doit-on mobiliser notre CPF avant la formation?» C'est les fameux 11 jours que j'ai indiqués tout à l'heure. De toute façon, c'est toujours plus prudent de prendre son temps pour choisir la formation et de partir dans des délais raisonnables. Surtout, par exemple, si vous voulez obtenir un cofinancement de votre employeur. Voilà, donc c'est vraiment une démarche enfin, la plateforme est très intuitive, elle permet d'acheter très simplement une formation, mais je vous recommande vraiment de prendre un petit temps quand même pour choisir une date de formation qui n'est pas trop proche de votre décision d'achat de formation. Et de toute façon, comme je vous le disais, au minimum, vous devez respecter les fameux 11 jours. Vous ne pourrez pas partir en formation avant, ça, vous serez bloqué. Je pense alors il y avait une petite question, c'est Marion qui demande: «Dans le cas où il manque des droits à la formation, droits acquis en 2013-2014, quelles démarches sont à réaliser?» 2013-2014, c'est-à-dire? Alors là, c'est pas précisé dans la question. Est-ce que vous pouvez, si vous êtes toujours là, détailler votre question, s'il vous plaît? Peut-être que vous faites référence aux heures DIF. Ça doit être ça.
Voilà, si c'est ça, sachez que vous aviez une date butoir pour déclarer vos heures diff avec le chargement de l'attestation qui nous permettait ensuite, nous, de convertir ces heures en euros. Mais là, les campagnes sont terminées. On a eu des reconductions, des reports. Mais aujourd'hui, si toutefois vous souhaitez déclarer vos heures diff, c'est trop tard. C'est trop tard, pardon. Ce n'est plus possible. Je ne sais pas si c'était le sujet. Marion dit merci. Donc, je pense que vous Bon. avez, vous avez répondu, Karine. Peut-être pas forcément une bonne nouvelle. Bon, pour le moment, il n'y a plus d'autres questions. Voilà, je pense que s'il y a quelqu'un qui a une dernière question, on en prend une dernière et puis on va clôturer ce webinaire. Si quelqu'un a une dernière question. A priori, c'est pas le cas. Donc, je propose que nous clôturions ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Karine, pour toutes ces informations. C'est vraiment très, très riche, hein, le CPF. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Merci infiniment à tous. Non, merci à vous. C'est toujours un grand plaisir pour moi de partager tout ce que je peux sur le CPF notamment. Ça me permet aussi d'avoir des retours terrain et c'est toujours très précieux et enrichissant pour nous. Et n'hésitez vraiment pas à vous renseigner parce que les choses évoluent sur le CPF de façon assez régulière. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui peut évoluer un peu plus tard. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur mon compte formation pour avoir les informations. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous propose que nous clôturions ce webinaire. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous remets le lien vers le site Les Semaines de l'évolution professionnelle dans le chat et vous pourrez avoir accès au replay via ce lien. Merci à vous. Très bon week-end.